à Faites-moi lire. Aujourd'hui, Faites-moi lire au Champ Libre dans le cadre de Nos Futurs. Je reçois maintenant Lamia Essemlali, qui est directrice présidente de Sea Shepherd France. Première question pour les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que Sea Shepherd? À quoi ça sert? Quels sont ses objets et missions? Alors, Sea Shepherd, c'est une ONG de défense de l'océan, d'un point de vue global, mais qui a été créée en 1977 par le capitaine Paul Watson, pour combler en fait une lacune qui est que même s'il existe des règles, des lois, des traités de protection des écosystèmes et des espèces, il n'y a pas de police en mer pour les faire respecter, en tout cas pas en haute mer. Et donc c'est une organisation qui s'est fait connaître par des actions assez coup de poing, donc de baleiniers coulés à quai, baleiniers illégaux. Avec deux règles d'or. Oui. C'est d'agir toujours dans le cadre de la loi, donc d'intervenir contre les actions illégales. Toujours, je vous dirais. D'accord. Et de ne jamais blesser personne. Ouais. Cette sensibilité à la défense des espèces animales vous est venue d'où? Parce que je sais que votre rencontre, je crois, en 2005 avec Paul Watson a été décisive dans votre vie. C'est avec lui que vous avez décidé de créer l'antenne française de Sea Shepherd. Mais comment en vous a grandi cette extrême sensibilité à la cause animale, en quelque sorte? Ouais, c'est vrai que ma rencontre avec le capitaine Paul Watson a marqué un tournant et a donné une autre dimension à mon activisme, mais très clairement, j'ai toujours eu, aussi loin que je m'en souvienne, depuis toute petite, une sensibilité au sort des animaux. En fait, c'est de là que vient cette passion pour les défendre, et puis aussi un lien particulier à l'océan que j'ai connu au Maroc et pas en France, parce que j'ai grandi en banlieue parisienne. Et ce que je fais aujourd'hui, finalement, depuis 20 ans maintenant, c'est un peu l'union de ces deux passions que sont les animaux et l'océan. Je veux bien qu'on s'attarde une minute sur ces deux termes, votre attachement à la mer, mais aussi quand vous dites le sort, vous étiez sensible au sort des animaux, c'est-à-dire quoi? Que vous avez ressenti quelque chose d'une grande injustice, de quelque chose qui vous blessait? Qu'est-ce que c'est que cette sensibilité au sort des animaux? J'ai pris conscience toute petite de la souffrance qu'on inflige aux animaux, et puis surtout j'ai pris conscience, et ça m'a énormément secouée étant petite, de l'indifférence que ça pouvait générer. Et j'avais une profonde empathie, à la fois pour leur souffrance et en même temps cette incompréhension de pourquoi est-ce que ça n'était pas important, pourquoi est-ce que leur souffrance ne comptait pas. Ça m'a beaucoup perturbée petite. Ça vous a mis en colère? Contre les hommes, je veux dire, en général? Oui, ça m'a mis en colère. La colère a été un moteur pendant longtemps, la culpabilité aussi, avec la prise de conscience que j'appartiens à une espèce qui est la première force de destruction du vivant. Oui. Et aujourd'hui, j'essaie de laisser la culpabilité de côté parce qu'elle ne génère pas quelque chose de positif. Je pense que la responsabilité, le sens de la responsabilité, c'est beaucoup plus fort et c'est moins dévorant que la culpabilité. Certainement. Oui. Donc, cela s'est traduit, ça a été une force motrice qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes maintenant, c'est-à-dire deux grands versants que j'aimerais examiner avec vous. Le premier qui est évidemment la préservation des écosystèmes marins et le second qui est ce qu'on appelle l'antispécisme qui connaît un développement assez important depuis quelques années, notamment auprès d'un public jeune qui ressent d'ailleurs plus ou moins différemment ce terme d'antispécisme et qui émet des choses différentes. Mais en tout cas, il est sûr que ce terme connaît un certain succès et se diffuse sûrement à l'intérieur notamment des populations occidentales, mais aussi asiatiques, etc. Donc, premier point, comment œuvrez-vous à la préservation des écosystèmes marins et la lutte contre les activités humaines destructrices? Alors, il y a mille et une façons d'agir. Moi, à titre personnel, ce qui m'a énormément motivée, ce qui a fait écho chez moi, parce que je suis quelqu'un d'un tempérament très combatif, ça a été justement ce modus operandi de l'action directe. Et je me suis beaucoup reconnue dans la stratégie en fait, qui a été mise en place justement par le capitaine Paul Watson. Il résume ça dans une phrase, je pense, qui est assez claire, qui est de dire une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire,
mais des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et en fait, ces actions qui sortent un peu du commun, qui interpellent finalement des gens qui n'étaient pas forcément conscients de ces enjeux-là, et parce que les actions qu'on fait sont assez originales, et parce qu'il y a un facteur risque, pas pour le plaisir du risque, mais parce qu'on est face à des gens qui n'ont pas forcément de scrupules et qui peuvent être très violents, ça permet de braquer des projecteurs sur les enjeux sur lesquels c'est difficile de capter l'attention autrement. Donc vous cherchez à créer un peu des narratifs publicitaires en quelque sorte, sans aucun... La communication n'est pas mauvaise en soi, hein, à condition qu'elle soit au service de quelque chose de plus grand. D'ailleurs, j'ai fait une école de marketing et de publicité. Je n'ai pas poursuivi là-dedans parce que justement, je me suis retrouvée à travailler dans des grands groupes et je me suis dit, bon, c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Par contre, j'ai bien compris l'intérêt d'une communication juste et efficace au service d'une cause noble. Ça, c'est fondamental. Sinon, c'est comme ce qu'on dit, ce qui n'est pas filmé n'est pas arrivé. Et donc, si on veut toucher le cœur des gens, si on veut que les choses évoluent, il faut que les gens soient au courant et qu'ils perçoivent les messages. Il faut qu'on arrive à toucher leur cœur et leur esprit. Donc, un narratif dramatisé qui est susceptible d'être diffusé, voire devenir viral, et qui fonctionne assez bien. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir acquis quand même une notoriété, alors moi c'est le sentiment que j'ai d'ailleurs, d'être quand même maintenant, d'avoir augmenté votre connaissance auprès du grand public? C'est un narratif qui est, à mon sens, et ça c'est fondamental et j'y tiens, qui est authentique. Donc dramatisé, mais pas dans le sens... pas dans le sens factice. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Vous voulez dire que ça reste authentique? C'est authentique et c'est le fait de raconter des histoires. Et moi, je me rends compte que dans notre communication, ce qui marche le mieux, ce qui touche le plus les gens, c'est quand on les embarque à bord avec nous, qu'on leur raconte un peu notre quotidien, qu'ils ont l'impression de faire partie de toute cette histoire. En fait, on raconte l'histoire. Bien sûr. Ils partagent votre histoire et ils partagent aussi un peu votre foi. Et ça réchauffe les cœurs. Je pense que tous au fond de nous, hein, on a quand même ce lien qui est plus ou moins conscient au reste du vivant, le sort des baleines. Donc on est tous pris dans notre quotidien, mais quand il y a quelque chose qui attrape le cœur des gens, ça fait écho à quelque chose qu'on a tous au fond de nous. Et je pense que c'est ça aussi le côté authentique de cette histoire qu'on raconte. En 2017, vous avez coécrit donc avec le capitaine Paul Watson les Sea Shepherd, le combat d'une vie. Vous y racontez notamment la traque des chasseurs de baleines en Antarctique, le démantèlement des réseaux de braconniers dans l'océan austral, la lutte contre l'emprisonnement des animaux marins, la défense des dauphins menacés. Quel a été le plus grand souvenir pour vous dans je pense que vous avez fait vous avez tiré beaucoup de bords, mais il y a eu des moments particulièrement exceptionnels parce qu'ils étaient très inquiétants ou au contraire parce que leur issue a été excessivement heureuse. Racontez-nous, parce qu'on parle justement de ces narratifs, mais racontez-nous une expérience que vous avez vécue et qui vous semble digne de nous être rapportée. Alors, il y a eu plusieurs moments extrêmement forts, mais pour moi, en tant qu'activiste, le moment fondateur, ça a été lors de ma première mission en Antarctique, puisque quelques mois auparavant, j'avais rencontré le capitaine Paul Watson à Paris. Ce qu'il avait dit m'avait énormément touchée, donc j'étais allée le voir à la fin de sa conférence. Je lui avais dit, moi j'ai envie de m'engager avec vous, comment est-ce que je fais? Et il m'avait demandé, est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine? Parce que sinon, en fait, c'est pas la peine de postuler. Et j'avais ressenti en mon âme et conscience à ce moment-là que oui, j'étais tout à fait prête à risquer ma vie pour sauver une baleine. J'avais jamais vu de baleine de ma vie. J'étais à Paris. Et donc c'est une chose de le dire, mais comment savoir comment on réagirait vraiment dans un cas où ça devient très concret? Et donc, quelques mois plus tard, l'hiver suivant, je me retrouve en Antarctique, dans le sanctuaire baleinier. On est en train de traquer le Nishimaru, qui est le navire-usine de la flotte baleinière japonaise, qui est un navire qui est un monstre d'acier, qui fait 8000 tonnes, qui est 10 fois plus gros que le petit navire sur lequel nous on est. Et on arrive à le retrouver le lendemain de Noël, miraculeusement. C'est un jour de tempête, donc il y a une houle de 8 mètres de haut. Et le capitaine Watson lui dit « on va lui barrer la route ». Voilà. Donc là, on ne se fait pas d'illusions, on nous explique quand le Nishimaru va nous percuter, on va être coupé en deux, on va couler à pic. Voilà, espérance de vie dans l'eau, quelques secondes. Et voilà.
Et en même temps, il nous dit, on est là pour lui barrer la route. Si on se déporte, ben, autant rentrer à la maison. Mais là, il a dit, vous êtes d'accord, vous êtes prêts? Mais en fait, c'est bien pour ça qu'on vous demande avant de rejoindre, est-ce que oui ou non vous êtes prêt à risquer votre vie pour sauver une baleine? Après, c'est parti. C'est en connaissance de cause, c'est-à-dire il n'y a pas de surprise. Et ça, c'est important quand même. On sait à quoi on s'engage quand on part. Donc, ça, c'est établi. On est tous en combinaison de survie, bon, pour la forme, hein, parce que... Et là, il y a le premier officier qui vient nous voir et qui nous dit collision dans 2 minutes. Voilà. Et donc, on entend juste les haut-parleurs avec la voix enregistrée du Nishinmaru qui nous dit de dégager parce qu'il va nous foncer dessus. Voilà, des trompes d'eau de partout. Et là, très clairement, collision dans 2 minutes. Moi, je me dis, bon, bah voilà, c'est la fin. C'est ici que ça s'arrête. Et donc, alors, on a tous peur, on ne va pas se mentir. On se dit, voilà, voilà, ça se termine ici pour nous. Et pour moi, ça a été très très important parce que même si j'ai eu peur, même si vraiment j'ai vu la fin et je me suis dit je ne reverrai jamais les gens que j'aime, c'est ici que ma vie s'arrête, et bien à aucun moment je n'ai eu envie d'être ailleurs qu'exactement là où j'étais. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment intime et la conviction profonde que j'étais exactement à l'endroit où je devais être et que je faisais ce qui était juste. C'est ça. Et donc ça, pour moi, ça a été fondamental aussi pour la suite. Alors évidemment, je raconte cette histoire, ça veut bien dire que le capitaine du Nishimaru a viré de bord au dernier moment, aussi parce que je pense qu'il a dû recevoir des instructions de Tokyo quand même. On était 45 personnes issues de 23 nationalités différentes à bord de ce bateau. Imaginez un peu l'incident diplomatique international, sachant que le Japon était en train de tuer illégalement des baleines en violation du moratoire international de la chasse baleinière et en violation du sanctuaire baleinier international. Donc tuer 45 activistes qui essayent de faire respecter le sanctuaire, ça aurait été quand même problématique. Alors donc, précisément, voilà. Je voudrais que vous nous donniez un peu de chiffres ou un peu de grandeur, parce que c'est très compliqué les chiffres. Ça représente quoi cette chasse à la baleine japonaise? C'est quel pourcentage des baleines existantes? Ça représente combien de baleines tuées? Alors à l'époque, le Japon s'était auto-attribué un quota de 1035 baleines dans le sanctuaire baleinier antarctique. Sur les décennies pendant lesquelles il a chassé, c'est à peu près 20 000 baleines qu'ils ont tuées. À partir du moment où Sea Shepherd a commencé à intervenir, en fait, ils n'ont plus réussi à atteindre leur quota. Et finalement, en 2017, ils se sont retirés de la Commission baleinière internationale et du sanctuaire baleinier antarctique. Donc aujourd'hui, ils chassent des baleines, ils ont un quota de 235 baleines sur les eaux côtières japonaises. La Norvège tue plus de baleines que le Japon aujourd'hui, avec 700 baleines. Je voulais y venir justement, ouais. Et l'Islande tue aussi à peu près 240 baleines chaque année. Donc, si vous voulez, bon, ce sont les 3 pays qui violent le moratoire sur la chasse commerciale. C'est inadmissible, injustifiable qu'en 2025, on tue encore des baleines. Ce qui est inquiétant, c'est que le Japon a inauguré en grande pompe l'année dernière le Kangemaru, qui est le plus grand navire baleinier jamais construit, qui remplace le Nishinmaru, le fameux dont je parlais tout à l'heure, et qui est un bateau qui est pour le coup vraiment taillé pour la chasse lointaine, avec des capacités de stockage énormes. Et donc, on soupçonne que le Japon a prévu de retourner chasser des baleines, potentiellement dans le sanctuaire baleinier antarctique ou dans le Pacifique Nord. Aujourd'hui, pour être très clair, la première cause de mortalité des baleines, ce qui menace le plus leur survie, ce ne sont pas les harpons explosifs, c'est les filets et les engins de pêche qui tuent des centaines de milliers de mammifères marins. Donc c'est le poisson qui est dans nos assiettes, c'est la surpêche. Néanmoins, qu'aujourd'hui en 2025, on soit encore capable de tuer des baleines avec un harpon explosif, il faut imaginer la taille d'une baleine. Il faut entre 25 minutes et 1 heure pour tuer une baleine. Donc ce serait interdit dans n'importe quel abattoir. Ça en dit long quand même sur notre capacité à préserver le vivant. Qu'on ne soit pas capable aujourd'hui d'arrêter ça, c'est assez fondamental. Mais d'un point de vue purement conservation, préservation de l'espèce, c'est la pêche qui tue le plus de baleines. Alors, on va venir à la pêche, mais juste avant, je crois que vous aimeriez qu'on fasse un petit coup de projecteur sur le Marineland d'Antibes et le projet qui avait été initié avec la Grèce
pour tenter d'avoir une zone sanctuarisée, mais qui visiblement a fait long feu ou a échoué. On en est où? Non, non, ça n'a pas échoué. En fait, c'est en cours. Simplement, il y a des blocages administratifs, bureaucratiques au niveau grec parce qu'on a des problèmes de conflit d'intérêts avec des personnes qui sont en charge de conseiller les décisionnaires sur la délivrance de ces permis. Ces personnes qui sont en lien direct avec l'industrie de la captivité et qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'un sanctuaire qui accueille des animaux captifs, anciennement captifs, voit le jour. Donc c'est un sanctuaire, c'est dans une baie fermée, donc c'est des animaux qui seraient maintenus dans cette baie, mais dans des conditions beaucoup plus proches de leur milieu naturel. Pour faire un résumé de la situation, on a fait passer une loi en 2021 en France qui interdit l'exploitation commerciale et la reproduction des cétacés. Donc aujourd'hui au Marineland d'Antibes, on a 12 dauphins et 2 orques dont le sort est en train de se jouer à l'heure actuelle. Ce qu'on veut, c'est que ces animaux se retrouvent dans des sanctuaires, donc dans des conditions proches de leur milieu naturel, avec des gens qui sont dévoués à leur bien-être uniquement, donc hors toute activité lucrative. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il est question que ces animaux soient plutôt envoyés dans d'autres delphinariums, donc en Espagne notamment, à l'Europarquet, qui est un delphinarium à Tenerife, qui a des taux de mortalité énormes, 4 orques qui sont mortes en 4 ans, et qui a déjà annoncé qu'ils allaient faire de la reproduction et de l'exploitation des 2 orques, donc Wiki et Keio, du Marineland d'Antibes. Idem pour les dauphins. Donc on ne peut pas envisager que dans le cadre de l'application de cette loi sur le bien-être animal, qui interdit la reproduction et l'exploitation de ces animaux, on les transfère vers des pays où finalement on ne va faire que déplacer cette souffrance et ce qu'interdit la loi. Donc là, on est dans ce combat-là. Nous, on a proposé, parce que le Marineland d'Antibes veut absolument fermer boutique, se débarrasser du personnel et des animaux au 15 avril. Donc on a proposé, on a fait un communiqué aujourd'hui, de prendre à notre charge le salaire des soigneurs et les soins des animaux à partir du 15 avril, le temps que les sanctuaires, notamment il y en a un en Grèce et un en Italie, soient prêts pour accueillir les animaux. Aujourd'hui, 21 mars 2025, pour préciser et contextualiser votre marque. Nous avons fini avec cette parenthèse sur cet aspect-là. Je prolonge votre remarque qui nous disait oui, certes, les baleines, et c'est scandaleux, mais d'une manière générale, le véritable problème, c'est la pêche industrielle, la pêche au fond, la pêche qui tue les animaux. Qu'est-ce que ça représente, cette pêche qui prélève, je crois, beaucoup trop de ressources halieutiques? Quel est le problème? Pouvez-vous un petit peu dire à nos téléspectateurs, poser le problème de cette surpêche? Je pense qu'un des problèmes fondamentaux, c'est la vision qu'on peut avoir de l'océan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de la pêche comme de ressources halieutiques, on va parler de stock quand il s'agit de parler de population de poissons, on va parler de tonnes pour fixer les quotas de pêche. Donc on a une vision extrêmement marchande, mercantile de l'océan, comme s'il s'agissait d'un hangar qu'il fallait gérer et de stock à gérer. Et donc, un garde-manger. Voilà, un garde-manger. On oublie qu'en fait, il s'agit d'un organisme vivant avec des populations, des espèces où tout est interdépendant. Outre le fait que c'est le premier organe de régulation du climat et que si l'océan meurt, nous mourrons tous, il y a aussi, je pense, une déconnexion en fait, où on a complètement mécanisé aussi notre approche de l'océan. Et donc, on part sur... et du vivant peut-être d'ailleurs, en perdant la vision poétique au profit de la vision plus physiologique. Physiologique, utilitariste. Moi, je cite souvent Éric Tabarly parce qu'il disait une phrase très juste. Il disait que pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leur serviette de bain sur la plage. Et finalement, le rapport qu'ont la plupart des gens aux vivants marins, c'est via le poisson mort dans leur assiette. Et ça, c'est terrible, c'est dramatique. Et en fait, c'est à la source de tout le reste. Donc il s'agit en fait de se reconnecter à cet organisme vivant dont nous sommes issus, c'est-à-dire que c'est le berceau de la vie, et donc de repenser complètement notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, très clairement, on mange beaucoup trop de poissons. Les Français mangent d'ailleurs plus de poissons que la moyenne mondiale. On importe 80% du poisson qui est consommé en France. Et en fait, on a l'impression que comme il y a toujours du poisson sur les étals des poissonneries, on ne se fait pas la réflexion. Et comme on a un rapport au poisson qui est différent de notre rapport aux autres animaux, c'est un peu comme s'il s'agissait de légumes en fait. D'ailleurs, si vous dites que vous êtes végétarien,
souvent on va vous proposer du saumon ou du thon. Mais c'est pas anecdotique, c'est pas anodin, ça en dit long sur notre rapport à ces animaux. Et puis une hiérarchie des règnes animaux aussi Complètement. qui est héritée. Aujourd'hui, par exemple, les baleines, c'est vrai qu'elles ont, heureusement pour elles, l'avantage d'être très charismatiques. Les dauphins ont un capital sympathie important parce que ce sont des mammifères, parce que on a conscience quand même de leur intelligence, de leur niveau cognitif évolué. Pour les poissons, très clairement, que ce soit des poissons ou des carottes, pour beaucoup de gens, c'est exactement la même chose. Or, on sait que les poissons sont des individus à part entière, avec une intelligence, avec des personnalités différentes. Et on est à des années-lumière en fait, de ce qu'ils sont. Et pourtant, quand on regarde un peu l'avancée scientifique là-dessus, on voit bien qu'en fait, ce gap qu'il y a entre nous est beaucoup plus fin que ce qu'on ne croit. Et donc, la question de la pêche, de la surpêche, elle ramène aussi à tout ça. Et vraiment, aujourd'hui, il y a plein de menaces qui pèsent sur l'océan, la pollution plastique, chimique, sonore, le changement climatique. Mais le poisson qui est dans nos assiettes, et pour le coup c'est quelque chose qui est très récurrent, représente la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur la vie dans l'océan. Je recommande d'ailleurs aux téléspectateurs la bande dessinée Pillage, qui illustre de manière exemplaire cette question. Dernière question, et je pense que la boucle sera bouclée en revenant à la première question que je vous ai posée. Ce lien que vous évoquez à l'océan et aux espèces marines se traduit par une attitude, une pensée qu'on appelle antispéciste. Pouvez-vous la présenter rapidement ? À mon sens, l'antispécisme, c'est un peu le corollaire de l'antiracisme, c'est-à-dire ne pas utiliser comme curseur de la prise en considération des besoins de l'individu, l'espèce à laquelle il appartient. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il faille donner le droit de vote aux poules, ça veut dire que toute espèce, tout individu, quelle que soit son espèce, mérite la considération et le respect de ses besoins, mérite qu'on ne lui inflige pas de souffrance inutile. Voilà, et finalement c'est une forme d'empathie qui élargit le spectre de notre considération au-delà de notre espèce, de notre ethnie, de notre genre. En fait, ce sont des combats historiques qui ont été menés aussi dans l'histoire de l'humanité, entre nous. Mais du coup, c'est l'élargir au reste du vivant, c'est comprendre qu'en fait, on fait tous partie de cette grande famille du vivant et que tant qu'on n'apprendra pas, qu'on ne saura pas respecter les autres individus, quelle que soit leur espèce, on aura sans doute aussi du mal à se respecter les uns les autres. Donc, que tout ça est lié et qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'opposer les luttes, c'est-à-dire l'humanitaire versus l'écologie ou la défense des animaux, parce que parfois c'est un peu ce qu'on peut nous dire. Au contraire, ce sont ces discriminations, ces dominations, ces exploitations du plus faible, elles tirent en fait leurs racines dans le même terreau. Voilà, c'est le respect du vivant dans son ensemble. Lamia Essamlali, je vous remercie. Je précise aux téléspectateurs que Sea Shepherd est une ONG. Comme toutes les ONG, elle ne vit que grâce aux dons, majoritairement. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez aller sur leur site. Et si vous êtes évidemment sensible à cette cause, les aider pour continuer à produire, à réaliser de belles actions percutantes. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.